la performance économique de la communication. En d'autres termes, quel est l'impact des investissements de communication sur la croissance des marchés? La question, et j'y reviendrai à plusieurs reprises dans mon exposé, la question qui m'a été adressée était extrêmement simple et brutale. C'est finalement nous, agences de communication, regroupées au sein de l'AACC, d'une façon générale AACC, quel est notre rôle? Et finalement, est-ce que la communication, pour être très brutale encore une fois, sert à quelque chose? Jusqu'à même s'interroger sur, et en assumer la conséquence, jusqu'à même s'interroger sur et assumer le fait que l'on puisse dire la communication, dépenser autant d'argent en communication, 31 milliards sur le marché métropolitain, j'ai entendu près de 200 millions sur le marché Réunion. Finalement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, docteur? Est-ce que si je dépensais moins, ce serait peut-être finalement aussi efficace? Donc une vraie question extrêmement redoutable qui a été posée en fait suite au grand chambardement des difficultés que l'on a connues en 2008-2009 et on va y revenir. Quelle est en fait la performance, quel est le rôle de la communication? Et ça, c'est une priorité, la question était une priorité pour tous les intervenants du marketing, que ce soit les agences, mais aussi tous les professionnels comme moi, qui s'interrogeaient effectivement sur la communication et quel est le rôle des agents conseils, le rôle des agences conseils de la ACC en particulier, dans la création de valeur immatérielle pour les marques et donc pour les entreprises. C'est vrai que là, notre objectif aura été d'évaluer la contribution à la communication au-delà, et c'est ça qui était important, au-delà de l'efficacité à court terme. Vous savez tous très bien, nous savons tous très bien que de faire une promotion, un paquet gratuit pour le prix d'un autre paquet, ça marche. On sait très bien que de faire une campagne de communication sur TF1 le dimanche soir, ça marchera. Parce que vous y mettrez beaucoup d'argent et ça marchera. Mais ça marchera dans le court terme. C'est le modèle proctérien que vous connaissez bien. C'est je regarde 3 mois avant, je fais une campagne 1 mois. Effectivement, dans les 3 mois qui suivent, il y a un effet sur les nombres d'acheteurs, un effet sur les quantités achetées. Et je vais donc, de façon extrêmement glorieuse, dire, proctérien que je ne suis pas, mais que je pourrais être, je vais donc pouvoir dire, effectivement, la communication apporte un vrai résultat parce que j'aurai vendu davantage. Mais lorsque je m'inscris dans la durée, c'est-à-dire au-delà de 3 mois, au-delà même de 6 mois. Lorsque je fais pire encore, m'inscrire sur 1 an, 2 ans, 3 ans et 10 ans, ce que j'ai voulu faire, quel est alors effectivement le rôle de la communication? Est-ce que la communication, l'empilage d'année en année de millions, de milliards d'euros, apporte vraiment une contribution au volume des marchés, donc à ce qu'est l'économie d'une façon générale? L'air de rien, la question a été posée de façon sociétale, parce que le MEDEF, en particulier, s'est emparé du sujet. Le ministère des Finances s'est aussi emparé du sujet sur le principe même, c'est quelle est la contribution des professions dites de service. C'est-à-dire, nous, professionnels du service, est-ce que nous apportons une vraie valeur à la nation, pour être carrément grandiose? Le deuxième point, en fait, était aussi, je l'ai dit, mais de bouleverser nos points de vue en acceptant, finalement, humblement, que la communication pouvait avoir un rôle, j'en étais désolé à l'époque, cher Alain, pouvait avoir un rôle finalement relativement mineur. Et donc, troisièmement, c'était d'aller au-delà des quelques travaux, ça c'est le côté un peu universitaire que nous pouvons avoir, c'était d'aller au-delà des quelques travaux qui avaient été faits sur le sujet, puisque nous sommes en fait très impactés par les modèles dominants qui consistent à analyser les choses dans des courts termes les plus rapides possibles. Bref, ce que l'on voulait, c'était inscrire les variables marketing, et je vous dirai lesquelles, dans le temps, c'est-à-dire dans un cycle d'une dizaine d'années, pour enfin mesurer l'effet de ces variables marketing sur les ventes. On a travaillé sur des données incontestables sur une longue période, difficile parce que, effectivement, quand on travaille sur des données de grands panels, vous les verrez, des données sur l'investissement de communication, c'est des données qui sont considérées comme étant incontestables, c'est celles que nous avons travaillées. Dans la plus grande neutralité, c'est simplement que la ACC m'a dit, en fait, un jour, nous voudrions que vous fassiez ce travail. Elle s'est adressée à moi en tant que professeur, si je puis dire, à Dauphine, et en tant que directeur général, pas encore à l'époque, mais au fond, directeur général du CESP, qui est l'organisme qui contrôle la qualité des études d'audience. Donc c'est finalement une certaine neutralité qui a été demandée. Donc on a, et je vais parcourir avec vous, un périmètre des données, des méthodes et quelques indicateurs. Ce que j'ai voulu faire, en fait, dans ce travail, c'est de faire la part entre le marketing, ce que nous agissons, nous, gens de marketing, et l'environnement extérieur. Nous savons tous qu'un marché va évoluer parce que la population augmente, c'est mécanique.
Nous savons tous que le marché des sucreries va évoluer difficilement parce qu'on va m'expliquer qu'il faut que je mange moins de sucre, ce que je vais évidemment faire. On va m'expliquer que le marché des fruits et légumes va connaître une croissance très importante parce qu'on me dit tous les matins, manger, bouger, etc., 5 légumes, 5 fruits et légumes par jour. Et je vais le faire. Et ça, ce n'est pas la communication qui le fera. C'est simplement l'environnement, c'est l'air ambiant. On va me dire aussi, par exemple, que c'est sûr que le marché de la cigarette, sur lequel je communique beaucoup, il est impacté par beaucoup de choses, la communication, mais surtout par la loi, le règlement, qui m'interdit de fumer, qui vous interdit de fumer en m'écoutant. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est de faire la part entre ce que sont des phénomènes exogènes au marketing et le marketing à proprement parler. C'est quelle est la contribution du marketing à l'évolution des marchés par opposition ou en contrepoint ou en complément de ce que sont des évolutions sociétales. Nous avons travaillé sur, alors là aussi, un choix. Nous avons travaillé sur 6 marchés qui sont des marchés emblématiques de la consommation. On me dit, et aujourd'hui par exemple, nous essayons de faire la même chose, ce qui n'est pas facile, sur des marchés comme par exemple la banque, l'assurance ou la grande distribution. Donc on a travaillé sur le marché de l'automobile, des boissons, de l'épicerie, de l'entretien, de l'hygiène beauté, des produits frais, qui, l'air de rien, sont des marchés qui représentent à peu près 30% des investissements de communication. Donc c'est suffisamment lourd et emblématique pour que notre analyse ait une certaine valeur. Travailler avec des partenaires, Symphonie, Prodimar, Kantar, France Pub, que tout à l'heure on a cité et qu'on va retrouver. Les données sur lesquelles nous avons travaillé sont des données extrêmement brutales, si je puis dire, comme l'investissement média. C'est sur 10 ans, combien a-t-on dépensé en communication dans le marché de l'automobile, de l'épicerie, de l'entretien? Et je précise quand même quelque chose d'important, nous avons travaillé au niveau de macro-marché, le marché de l'épicerie, mais pas au marché de l'entretien, mais pas au niveau de la communication de Monsieur Ariel ou de Monsieur qui tu veux. On a travaillé sur le marché parce que, effectivement, la communication, si je la travaille au niveau d'une marque, elle peut être sujette à des aléas liés à des rachats, à des moments de communication. Là, nous avons travaillé sur des macro-marchés de communication. Donc l'investissement média, les ventes en volume et en valeur, c'est finalement j'ai investi, combien j'ai vendu. Les prix, puisque les prix sont parfois, et vous le verrez, un facteur déterminant dans l'évolution des marchés. La part des marques du distributeur, puisqu'on a des marchés sur lesquels, vous allez le voir, la part des MDD est tout à fait considérable, donc c'est incontestablement un facteur d'évolution des marchés. Le chiffre d'affaires réalisé en promo, le nombre de références. On va expliquer par exemple qu'un marché, il va croître simplement parce que l'offre a augmenté. J'ai voulu savoir quel était le poids, en fait, dans le développement d'un marché, quel était le poids de l'augmentation du nombre de références. Quel est en fait aussi le nombre de parlants? Un parlant, c'est combien de personnes, combien d'entreprises, combien de marques ont parlé au cours de la période. Plus il y a de bruit, plus probablement ça peut effectivement générer une augmentation des volumes. C'est vrai, pourquoi pas. Et puis bien sûr, un indice d'investissement du hors-média, le hors-média étant tout ce qui est, si je peux dire, en dehors des médias traditionnels. Donc quand j'ai fait la télé, la radio, l'affichage, le cinéma et l'Internet, je fais de la distribution de gratuit, du courrier sans adresse, etc., de la promo, de la PLV. Tout ça, c'est le hors-média, dont on a vu que sur l'ensemble de l'investissement, ça représentait, je parle en métropole, les 2/3 à peu près de l'investissement. Les 2/3 de l'investissement sont du hors-média. Les premières données sont des données objectives, quantifiées, indiscutables. Ensuite, j'ai voulu voir quelles étaient les différentes contributions des tendances, c'est-à-dire en quoi l'évolution de la population pouvait être le moteur de la croissance du marché de l'entretien. C'est vrai qu'on va dire de façon très élémentaire, plus il y a de bébés, plus je vais vendre des produits ultra frais, plus je vais vendre de lait. C'est vrai que je n'ai pas besoin de faire beaucoup de pub, normalement, c'est assez mécanique. L'espérance de vie. Incontestablement, plus la population, et c'est notre cas, a une espérance de vie lointaine, plus mécaniquement les marchés vont augmenter. J'ai plus de têtes, si je puis dire, à nourrir. La recomposition des familles, plus je vais, pardonnez-moi, s'il vous plaît, plus je vais divorcer, plus je vais avoir besoin d'aller acheter une nouvelle lampe, une nouvelle cafetière, une nouvelle, etc., une nouvelle machine à laver. C'est vrai que la recomposition des familles joue dans l'évolution des marchés. C'est vrai que les réglementations, on m'interdit de fumer, on m'interdit de rouler à 130, à plus 130 sur l'autoroute, on m'interdit, vous le verrez, c'est pour des gens de marketing, quelque chose d'absolument essentiel dans notre réflexion et dans les stratégies que l'on doit proposer à nos annonceurs. Puis bien sûr, la recherche d'équilibre alimentaire, de bien-être, tout ça va peser de façon significative sur les marchés et tout ce que l'on va essayer de faire, c'est de débrouiller tout ça pour que je puisse vous dire quel est en fait le poids relatif de tout ça pour
déterminer quelle est la contribution des agences et de celle de la SCC dans le développement. Alors là, je ne vais pas passer de temps sur ce genre d'exercice, je ne vais pas vous expliquer comment on a fait les graphiques temporels, comment j'ai construit des régressions multiples qui sont simplement un objectif, c'est celui en fait de mettre dans un ensemble l'ensemble de mes données, l'ensemble de mes facteurs, et d'identifier, un petit peu comme vous l'avez fait tout à l'heure, d'identifier quels sont les facteurs qui pèsent le plus et quelle est leur contribution à chacun. Et enfin, bien sûr, ce qui est le plus complexe, c'est... J'ai arrêté le micro finalement, hein, il marche? Bon. Et finalement, quel est le dernier indicateur, le calcul d'élasticité? C'est d'une brutalité à toute épreuve, c'est j'augmente mon investissement publicitaire de 1%, qu'est-ce qui se passe? Je baisse de 1%, qu'est-ce qui se passe? C'est la brutale réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Je baisse ces investissements, quel est en fait le résultat que je peux redouter finalement? Tout ça pour produire des graphiques, des indicateurs que l'on va parcourir au fur et à mesure donc de la présentation que je vais maintenant démarrer au sens de ces résultats. Mais d'abord, on s'arrête une seconde sur le contexte dans lequel nous vivons, et le contexte, en fait, général de la communication. Vous le savez tous, on a vécu une année 2008, c'est tout à fait au bout à gauche, au cours de laquelle on a diminué, le volume de l'investissement publicitaire a diminué de 2%, une grande dégradation en 2009, puisque l'investissement publicitaire a perdu 13%, un petit regain en 2010, et en 2011, on espérait au début de l'année plus de 2%, mais nous avons terminé en fait à... J'arrête définitivement. Nous avons terminé en fait à 1,9%. Donc une reprise incontestable sur 2011, c'est les chiffres de France Pub, mais c'est vrai que ça n'a pas rattrapé les volumes sur lesquels nous étions en 2008 et a fortiori sur les années précédentes. Une trentaine de milliards d'euros sur l'ensemble du périmètre de la France, si je puis dire, qui sont dépensés chaque année en communication. Une trentaine de milliards d'euros. Nous nous souvenons simplement que dans les années 2007-2006, nous étions à 33-34 milliards. Donc nous avons largement en fait diminué nos investissements en communication. Avec une répartition que vous évoquez tout à l'heure entre le média et l'hors média, qui est tout à fait différente entre la France métropolitaine et la Réunion, où on a en fait ce rapport inversé entre le hors média sur la France métropolitaine qui est à peu près à 63% et le média qui est à 37%. Aujourd'hui, souvenons-nous qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, c'était essentiellement les médias, avec un média essentiel qui était pas la télé, mais qui était la presse, et qui d'année en année, effectivement, connaît une certaine régression. Alors je ne résiste pas à faire un commentaire sur l'évolution de la communication, non pas que je veuille faire de clin d'yeux à notre histoire, à nos histoires, mais simplement quelquefois on se dit, mon Dieu, mais la communication, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Est-ce qu'aujourd'hui ils ne sont pas un peu provocants, un peu exagérés? Je vais simplement dire une chose, c'est ce que l'on disait en fait dans les années 70, on ne le dirait jamais aujourd'hui. Lorsque on a titré Bal tragique à Colombey, imaginez ce genre de choses. Alors c'est vrai que Harakiri a été interdit après, mais enfin, le lendemain il était Charlie. Que lorsque l'on a titré sur Libération, le cheval d'Amaury, propriétaire du Parisien, sort indemne d'un accident, c'était une insulte absolue. On a titré ça, ça a fait marrer tout le monde. Que lorsque l'on a communiqué, vous vous souvenez tous de l'année Myriam, c'était en 1981. En 1981, on a osé montrer, pardonnez-moi, c'était uniquement sur des affiches à Paris, mais bon, bref, c'était à Paris, on a osé montrer une femme nue, de dos, certes, et on a osé montrer une femme nue. On ne le ferait jamais aujourd'hui. Jamais aujourd'hui. Donc c'est vrai que la communication, je dis de façon un peu exagérée, mais c'est vrai que la communication, aujourd'hui on s'interroge sur sa contribution, mais on s'est effectivement permis, il y a 30 ans, il y a 40 ans, des choses qu'aujourd'hui on ne se permet pas. 30 ans plus tard, en fait, on fait du décalage, de la dérision, de la surprise. On ose dire, vous ne le lisez pas, mais je n'ai plus besoin de montrer le haut et le bas pour savoir me vendre. C'est-à-dire qu'on dit, finalement, c'est de la vieille histoire, un peu nanar. J'ose dire aussi que le PMU fait plus du cheval, il fait du foot. Timidement, je parle du halal. Et le comble, en fait, imaginez ce que je le fasse, c'est on présente, ici, vous n'avez pas à lire, mais une présentatrice, démonstratrice de taille fine, qui est, vous m'imaginez, présentant taille fine. C'est vrai que ça pourrait faire un petit peu sourire. On ose faire ce genre de choses. Et dans le même temps, et c'est un clin d'œil à mon séjour ici à La Réunion, dans le même temps, on développe des choses essentielles que sont, bien sûr, les marques locales, mais aussi des marques pays. Vous vous souvenez de cette communication qui est tout à fait à gauche, vous la voyez peut-être mal, mais où Opel a osé ce qu'il y a 30 ans, là aussi, on n'aurait jamais fait, c'est de communiquer en France, sur nos chaînes de télé nationales,
une communication pour Opel en allemand, Das Auto, en allemand. Alors que je n'aurais pas imaginé une seconde, même il y a 10 ans, même il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et qu'est-ce que l'on vend là? On vend la marque. On vend la marque pays, comme on vend aujourd'hui la marque locale. Et ici, en particulier, pour reprendre ce que Ipsos a fait pour la ACC, on va vendre la marque locale. Avec une surprise quand même, sur laquelle je n'insisterai pas trop, si ce n'est à dire qu'il est assez surprenant de voir que c'est dommage qu'on ne voit pas ce qui est à droite, mais bon. Bref, parce que justement, ce qui est à droite là, ce sont les marques locales, qui sont précisément les marques sur lesquelles j'ai effectivement une certaine notoriété, mais un attachement qui est en fait relativement faible. Alors que nous pensons effectivement que comme la marque pays peut véhiculer un attachement extraordinaire, la marque locale a les valeurs, la contribution pour former justement des marques à grand succès. Et c'est vrai ici, bien sûr, ici à La Réunion, comme c'est vrai pour n'importe quelle région dans laquelle on est. Le consommateur que vous êtes, que je suis, a besoin et a un fort attachement au territoire. Aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il aimait la provoque, Libération, Myriam. Aujourd'hui, il aime l'authenticité. Je ne porte pas le jugement de valeur si c'est mieux ou moins bien, hein, mais il aime l'authenticité, la proximité et la relation de confiance avec la marque. Je regarde maintenant les résultats donc, de ce que nous avons produit, qui est en fait donc la mesure respective des facteurs exogènes et des facteurs marketing. La pub, ça sert à quoi? Et le constat, effectivement, pour anticiper un petit peu, que les facteurs marketing, effectivement, vont peser dans l'évolution des ventes. Et que la communication, bien évidemment, sinon on serait un petit peu gêné, mais que la communication a effectivement un rôle important dans ces évolutions. On va voir lequel. Mais qu'est-ce que, je vais aller assez vite sur ces moments d'introduction, mais simplement pour se rappeler que quel est le poids, en fait, et qu'est-ce que vont peser ces facteurs dans l'évolution des marchés? Qu'est-ce que va peser le fait qu'aujourd'hui, en France, consolidé, si je puis dire, on a 13 millions de grands-parents, 2 millions d'arrière-grands-parents, qu'aujourd'hui, tous les jours, naissent des centenaires, qu'autour de vous, vous n'avez que peu de centenaires, mais nos enfants auront autour d'eux des dizaines, si je puis dire, de centenaires. C'est l'évolution, en fait, mécanique de la population. Quel est son poids dans l'évolution des marchés? De la même façon, vous n'arrivez pas tout à fait à le lire, c'est dommage, mais je suis inquiet sur l'avenir. Et là, je l'ai mis à la fois pour la France, qui est entourée, en bas à gauche, en rouge, et puis pour tous les autres pays, non, je suis en train d'écraser un truc là, pour tous les autres pays, c'est de voir l'inquiétude que j'ai, que les adultes ont sur l'avenir et l'avenir de leurs enfants. 80% des parents aujourd'hui en France vous disent « mes enfants vivront moins bien que moi ». 80%. À l'inverse, seulement 20% vous disent « mieux que moi ». C'est radicalement différent et d'année en année, effectivement, les choses. Alors, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas trop se lamenter. À l'inverse, vous verrez que tout à fait à droite, c'est la Chine, où en Chine, vous avez 80% des parents qui vous disent « mes enfants vivront mieux que moi ». Alors c'est vrai que ces choses-là ont un effet évident sur nos comportements de consommation. Quel est leur poids? De la même façon, il est sûr que mes changements d'alimentation, c'était illisible, mais par exemple le fait qu'en France, qui est en rouge ici, entouré ici, eh bien 60% me disent « je consomme davantage de fruits et légumes ». En bleu, on est à 40%, pardon, je consomme moins de calories, je consomme moins d'alcool. Ces faits-là, c'est pas la communication, c'est pas la campagne que j'ai faite directement là-dessus, c'est une évolution considérable des mentalités. Au même titre d'ailleurs que je vais trouver une évolution du consommateur vers de la responsabilité. Et quelquefois on dit, oui, tout ça, c'est un peu sympathique de parler de on est conscient, la RSE, etc., pour l'entreprise comme pour le consommateur responsable. Ça devient de vraies réalités. Par exemple, le fait que le kilomètre, l'empreinte carbone, devient quelque chose, ici comme ailleurs, quelque chose que le consommateur prend en compte. C'est vrai de la même façon que c'est ce qui est sur ce graphique un petit peu difficilement lisible, c'est vrai que le consommateur va privilégier, vive les marques locales, va privilégier une proximité. Proximité dans le discours, mais proximité géographique. C'est très important et c'est ce qui apparaît donc dans ce point sur le consommateur responsable. Ce que le consommateur est et vit, ce que vous vivez tous les jours, et c'est une vraie photo, ce n'est pas un montage que j'ai pu faire, c'est un vrai hypermarché, et dans lequel on va trouver, en fait, aujourd'hui, on va trouver plus de 45 000 marques. Il y a 20 ans, en 91, il y avait 15 000 marques. Aujourd'hui, 45 000. Comment je fais pour m'y retrouver? C'est vrai que plus l'offre est importante, plus je vais avoir tendance à acheter. Nous le vivons, en fait, tous les jours. C'est de tout ça, en fait, que l'on va se dire, mon Dieu, mais
quel est le poids, en fait, de chacune des variables. Tout ça, ça va peser dans l'évolution des marchés. Lorsque j'ai travaillé pour la ACC et que j'ai présenté ces premiers résultats, les patrons d'agences devant lesquels je présentais les résultats voyaient, en fait, s'égrener un certain nombre de choses et finissaient par se dire, mais finalement, la communication, là-dedans, elle ne va plus rien peser du tout. Parce que j'ai égrené le nombre de marques, j'ai égrené mon changement de mentalité, etc., etc. Et puis, je rajoute les interdictions. Les interdictions, pas d'alcool pendant la grossesse, et manger light, etc., etc. J'ai égrené aussi le fait qu'aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui strictement réglementé dans un pays comme la France, mais comme dans la plupart des pays européens, c'est bien évidemment le tabac, c'est le comportement en bagnole, c'est les autoroutes, les parkings, les accès en centre-ville, la vitesse, les drogues douces. Mais ce qui est émergent, et que nous devons tous prendre en compte, et qui joue sur l'évolution des marchés, ce qui est émergent, c'est le fait qu'un jour, on vous contingentera, pardonnez-moi, vos voyages en avion, parce que mon nombre de miles se sera dépassé. On ira un jour. C'est vrai qu'un jour, on va contingenter, ou on vous mettra, à chaque fois que vous allez acheter, je ne cite pas de marque, mais un hamburger, on vous mettra le nombre de calories que vous allez ingérer et l'espérance de vie qui va baisser. Que l'on me dira, quand je mange du foie gras, comme on met sur des cigarettes, le foie gras tue. Et j'exagère, mais c'est un... Oui, j'exagère exprès. Mais s'il y a 20 ans, on nous avait dit que ces réglementations allaient nous arriver, on aurait rigolé. On dit, oh non, on ne va pas nous faire ça. On nous l'a fait. C'est nous, c'est notre collectivité. Hein. Simplement pour dire que quand je vois un résultat de réglementation tel qu'il est aujourd'hui, je dis, ben, effectivement, c'est ça qui fait évoluer les marchés. C'est ça. Et finalement, je peux faire la communication, c'est pas forcément si vrai que ça. Et bien justement, quel est le poids, en fait, de ces facteurs? Bien, par exemple, sur le marché des produits frais, l'ultra frais, les yaourts, les fromages blancs, les petits suisses, etc. Eh bien, c'est vrai que les 3/4 des volumes, de l'évolution, des volumes sur le marché des produits frais viennent des facteurs non marketing. Ce n'est pas la publicité qui fera, pour l'essentiel, l'évolution du marché des yaourts, des petits suisses, des fromages blancs. À l'inverse, il est tout en bas, voilà, l'entretien. À l'inverse, l'entretien, les marchés de l'entretien, Procter & certes, mais les marchés de l'entretien ne sont à attribuer que pour 34% dans leur évolution à ces facteurs extérieurs. Donc ça veut dire que vous avez, sur tous les marchés que l'on a travaillé, sur 6 marchés, vous avez des configurations très très différentes. Les 3/4 de l'évolution, donc comme je l'ai dit, du marché des produits frais, c'est des facteurs exogènes. L'automobile, c'est 72%. Alors certains vont me dire, 72% du marché automobile, de son évolution, ce sont des facteurs extérieurs à la communication. Mais ça veut quand même dire que la pub pèse 28%, ce qui est quand même vrai. Enfin la pub, le marketing. Bref, l'hygiène beauté, 70% vient de facteurs extérieurs, les boissons 64%, les épiceries 52%, et l'entretien 34%. Plus le marché, vous le voyez, est marketé au sens historique du terme, plus effectivement le poids des variables extérieures va être faible. Ce qu'on retient là simplement, c'est qu'on a dit ce que, en fait, tout le monde voulait savoir. C'était, oui, je sais que les facteurs autres que mon action marketing vont peser lourd, mais de combien? On est payé, nous, quelquefois, pour dire, non pas c'est beaucoup, un peu ou pas tellement, mais c'est combien? C'est qu'est-ce que j'apporte effectivement? Moi, agence, personne de communication, j'apporte combien dans la valeur de l'entreprise? Alors, on va débattre des heures sur beaucoup, un peu pas tellement. Quand on fait de la gestion d'entreprise, on veut savoir de combien. Et bien là, on aura dit, effectivement, de combien... Alors, la suite sera de montrer quel est le poids en fait, du marketing, donc de la communication, pour dire quel est le rôle en fait, de la communication dans l'évolution des marchés. Mais simplement, vous voyez qu'il y a des marchés, des produits ultra frais, dans lesquels en fait, les facteurs exogènes sont extrêmement, les 3/4 de l'évolution sont liés à des facteurs exogènes. Je n'ai pas cité parce que je ne l'ai pas dit à ce moment-là, mais c'est par exemple le cours du lait, c'est les décisions européennes qui vont peser en fait extrêmement fort, et je peux faire de la communication, c'est pas ça qui bougera quelque chose. C'est vrai que quel est le poids des facteurs marketing? C'est vrai que quand on voit qu'en 35 ans, les recettes publicitaires des médias ont été multipliées par 11, quand même proprement colossal. Que le chiffre d'affaires qui est fait en promo sur la grande consommation est passé de 13% à 18%. Que les marques distributeurs, aujourd'hui, 20% en 2000, 30% en 2009. Et je vous parle de marques, il faut que je sois prudent quelquefois, parce que la marque distributeur pèse encore de façon extrêmement lourde. Et que le hors-média pèse les 2/3 des marchés. Alors, si on regarde marché par marché, je ne vais pas vous les égrener tous les uns derrière les autres, mais
Par exemple, si je regarde le marché de l'automobile, eh bien la première courbe pointillée bleue, c'est l'évolution des investissements publicitaires. Peu importe l'échelle, vous voyez, il y a une évolution constante, croissante. Et dans le même temps, depuis 5-6 ans, le marché du véhicule neuf est à 2 millions et il reste à 2 millions. Je dépense toujours plus en communication et je suis stable en nombre de véhicules vendus. Alors soit je vais dire de façon très optimiste, heureusement qu'ils sont là parce que sinon ça s'effondrerait, soit je vais dire de façon négative, finalement ça ne sert peut-être pas à grand-chose. C'est tout le débat. Quand je regarde par exemple le marché des boissons, vous ne voyez pas tout à fait la fin, mais sur le marché des boissons, je vois, et des boissons, surtout des boissons sans alcool, qu'on appelle les BRSA, les boissons rafraîchissantes sans alcool, c'est-à-dire tous les coca, les sodas, etc., etc. J'ai une évolution, vous voyez, 2003-2004, de l'investissement publicitaire qui est constamment à la hausse. Et dans le même temps, la courbe verte, les ventes ici, que ce soit en valeur ou en volume, mais surtout donc en volume vert, sont d'une stabilité à toute épreuve. C'est-à-dire que ce sont des marchés sur lesquels, c'est vrai que si je veux interpréter, je constate d'abord le fait que l'investissement en communication, sur ces marchés-là, il augmente, mais les ventes en volume, fondamentalement, n'augmentent pas. Alors l'analyse que j'ai faite, c'est pas de dire l'augmentation est due à la com, c'est l'état du marché est dû ou pas à la communication. À l'inverse, je vais prendre des marchés plus complexes alors, comme l'épicerie, qui est un marché qui est d'une stabilité depuis des années et des années, alors que la population augmente, mais c'est un marché qui est relativement stable, vous le voyez, c'est la courbe verte qui est tout à fait en haut à gauche, alors que les investissements en communication augmentent. L'hygiène beauté, en grande surface, qu'on appelle de façon très inélégante en GMS, qui se départit en fait des circuits spécialisés, dans les Sephora Marionneau par exemple, eh bien l'hygiène beauté, vous le voyez, l'investissement en communication a augmenté de façon significative et les ventes en volume et en valeur baissent. Certains disent, en voyant ça, si je n'avais pas communiqué, ce sont des marchés qui auraient été sinistrés, proprement sinistrés. Donc finalement, je dois communiquer, c'est au sens le plus brutal du terme. À l'inverse, et pour finir justement sur ces premiers exemples, sur le produit frais, c'est sûr que sur le produit frais, je communique, l'environnement est porteur, eh bien j'ai une évolution significative en vente, volume et valeur. Donc des situations très très différentes où à chaque fois je me retrouve dans une situation où je vais dire la contribution de la communication, si ce n'est à la hausse, elle est en tout cas très certainement à la stabilité ou en tout cas à la non-dégradation d'un certain nombre de marchés, l'hygiène beauté étant un exemple flagrant. Alors je n'insisterai pas sur le poids des marques distributeurs, sauf à dire que vous avez des marchés sur lesquels les grandes marques ont réussi en fait à maintenir le poids des marques distributeurs. C'est le marché très très marketé, l'entretien par exemple. Le poids des marques distributeurs, vous le voyez en bas, ici, ne dépasse pas 20%, alors que sur le marché des BRSA, comme on dit, le poids des marques distributeurs atteint 30%. Et sur le produit frais dont je parlais tout à l'heure, les produits frais, eh bien, les poids des marques distributeurs atteint 40%. Un marché qui est extraordinairement banalisé. Des investissements par produit, où l'on se rend compte là d'une chose qui est elle aussi un petit peu interpellante. C'est, en automobile par exemple, eh bien, il y a 5 ans, en 2006, 2007, le budget de communication moyen était aux alentours de 2 millions. En 2009, il est à 2,2 millions. Plus j'avance dans le temps, plus le ticket, entre guillemets, a tendance à être élevé. C'est vrai en automobile, c'est vrai en BRSA, c'est vrai en hygiène beauté. L'inverse du premier tableau synthèse que je présentais tout à l'heure, lorsque je disais que 74% de l'évolution ou du marché des produits frais étaient dus à des facteurs extérieurs au marketing, dans l'autre sens, c'est 26%, etc., jusqu'au fameux 66% de l'entretien. C'est-à-dire que si je positive, le marché de l'entretien, son état, son évolution, son maintien à ces volumes est dû pour les 2/3 à des facteurs marketing au sens propre du terme. Donc avec des différences relativement significatives entre des marchés sur lesquels le produit frais, l'automobile, même l'hygiène beauté, où le poids en fait des facteurs marketing est relativement plus faible que d'autres. Tiens, c'est intéressant ça. Maintenant, on va regarder quel est le poids en fait dans les facteurs marketing, quel est le poids de la communication. C'est finalement dans le marketing, vous l'avez vu, il y a l'investissement média, c'est-à-dire ce que j'achète dans les médias, la presse, la télé, la radio, etc., etc. Ensuite, il y a l'investissement du hors-média, la PLV, la promo. Ensuite, il y a les prix. Quel est le poids du prix? Ensuite, quelle est la part des marques distributeurs? Quelle est la part du nombre de références? Et quelle est la part du nombre de parlants?
que j'ai dit que finalement un marché pouvait être drivé, l'évolution pouvait être conduite par le nombre d'intervenants sur le marché publicitaire, le nombre de références. Et on s'aperçoit par exemple que sur le marché de l'épicerie, ce qui fait l'évolution, ce qui fait le marché de l'épicerie, c'est d'abord les investissements hors médias, c'est-à-dire la promo, la PLV, c'est ensuite les investissements médias, c'est-à-dire 20%, tout au bout à gauche, c'est-à-dire la télévision, la presse, la radio, etc., etc., et les prix qui vont peser 19%. Chacun des marchés, et on s'aperçoit comme ça, quel est le poids de la communication pour chacun des marchés. Pour s'apercevoir, par exemple, que sur le marché de l'entretien qui est en haut à droite, j'ai d'abord dit que 66% de l'évolution du marché d'entretien, c'était le marketing, et à l'intérieur de cela, l'essentiel, la moitié, donc 33%, on le reverra, c'est de la communication, médias et hors médias, à part à peu près égale. À l'inverse, si je prends le marché des produits frais, je vais m'apercevoir que l'évolution du marché des produits frais, quand je prends des facteurs marketing, c'est fondamentalement ce qui est ici à 28%, l'évolution du nombre de la part des MDD, les marques de distributeurs, donc une banalisation du marché, et ensuite, ce qui est ici, le nombre de références. Et que si je dois traduire aujourd'hui, c'est triste pour les agences, j'espère que je ne choque pas, mais pour ceux qui travaillent sur ce marché de l'ultra-frais, c'est vrai que le driver essentiel du marché de l'ultra-frais, c'est le fait qu'il y a un nombre de références toujours plus important. Et des marques distributeurs toujours plus importantes. C'est un peu tristouné quand même. À l'inverse, c'est vrai que quand je suis sur l'épicerie ou l'entretien, je n'ai pas ces phénomènes-là. Vous voyez les différences qu'il y a entre les uns et les autres. Sur l'hygiène beauté, c'est encore plus frappant, si je puis dire, puisque 42% de l'évolution du marché, effectivement, c'est lié à l'investissement publicitaire, mais que j'ai 36% sur le nombre de références. C'est-à-dire que sur l'hygiène beauté, c'est là aussi le nombre de références qui a fait le marché. C'est l'offre qui a fait le marché. Et un peu la pub, mais surtout l'offre. Chacun des marchés est présenté comme celui-là, et les boissons par exemple, et les BRSA en particulier que j'ai mis tout en bas à gauche, que vous lisez en vert, l'évolution essentielle du marché des BRSA, c'est lié au prix. Le prix en fait de ces produits-là détermine l'évolution du marché. Vous savez tous que les nouvelles lois, justement réglementations, les taxes sur les sodas et sur les sucrés vont avoir un effet évident sur le prix de ces produits-là. Il est à peu près sûr que si, pardonnez-moi des vilains mots, mais si on modélise l'impact du renchérissement du prix sur les softs et en particulier sur des marques comme Coca-Cola, c'est sûr qu'on aura des dégâts. Pourquoi? Parce que ce sont des marchés qui sont guidés. Certes, il y a un attachement à la marque, certes, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a aussi le fait que la réaction au prix est extrêmement forte. Les prix baissent, j'augmente mes volumes. Les prix augmentent, je dégrade mes volumes. Or, nous allons là vers une augmentation des prix incontestable liée donc aux nouvelles lois sur le sujet. Pour finir sur des indicateurs, on a voulu en fait mesurer quel était l'effet d'une augmentation ou d'une diminution de l'investissement publicitaire. J'augmente de 1%, je baisse de 1%. C'est vrai que sur le marché d'automobile, je n'ai jamais eu de situation où j'avais l'expérience qui pouvait me permettre de mesurer les effets d'une augmentation forte, donc je ne l'ai pas modélisé. En revanche, sur les boissons, regardez sur les boissons, celles qui sont ici en l'occurrence. J'augmente mon investissement publicitaire de 1%, les volumes vont augmenter de 0,66. Bravo. Je baisse mon investissement de 1%, les volumes vont baisser de 1,25%. C'est vrai que vous dites à messieurs Coca, Orangina, etc., vous baissez vos investissements publicitaires, votre marché va se réduire, quand bien même la taxe va vous tomber dessus, c'est vrai que c'est extrêmement challengeant pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle est face à un dilemme qui est celui de se dire, si je baisse mon investissement publicitaire, je vais baisser mes volumes. Et baisser de 1% mon investissement pour perdre 1,25, c'est la meilleure démonstration, peut-être de façon très exagérée, allez vous dire, que la communication a incontestablement un effet. Alors c'est peut-être le résultat d'une histoire, mais en tout cas, c'est incontestablement un effet. Sur l'entretien, que vous augmentiez, que vous diminuiez, vous êtes dans l'épaisseur du trait. Donc en d'autres termes, on va dire, maintenez l'investissement publicitaire. Sur l'épicerie, pareillement, maintenez l'investissement publicitaire. Les efforts, en fait, ne vont pas modifier massivement les volumes. En revanche, sur les produits frais, si j'augmente mon investissement publicitaire de 1%, je vais augmenter mes volumes de presque 1%. Bravo. Mais si je baisse ou si je reste à peu près stable, je vais quand même augmenter. C'est le poids, en fait, des variables externes qui est tel que, de toute façon, le marché va augmenter. Bref, ces simulations ont permis, en fait, aux uns et aux autres de prendre conscience de ce qu'était le rôle de la communication, prendre conscience du fait que jouer sur des augmentations ou des diminutions des budgets de communication pouvait avoir des effets
qui était directement sur les volumes et donc directement sur les entreprises. Et après ça, on va parler d'emploi, etc., etc. En termes de conclusion, sans déborder trop sur le temps, en termes de conclusion, vous avez vu que nous avons en fait des marchés sur lesquels il y a des poids différents et des contributions différentes sur le rôle de la communication. L'entretien, c'est le record, c'est le marketing pèse pour 66% et à l'intérieur de ça, la communication au sens propre du terme va peser la moitié. Donc on va dire que sur l'entretien, c'est vraiment le territoire du marketing, le territoire de la communication. À l'inverse, c'est sûr que sur des marchés comme les boissons, les BRSA, c'est moins le territoire du marketing, c'est plus le territoire des réglementations et de l'évolution des mentalités qui vont effectivement peser lourd. Donc ce n'est pas en train de dire, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas communiquer, je suis en train de dire que le poids est quand même nettement moins fort. On l'a de la même façon pour l'épicerie dans son poids très important, sur l'entretien comme je le disais, pour le résumer sur le rôle. Si j'ai, par exemple, à présenter des résultats devant une direction financière qui s'interroge sur l'intérêt de communiquer, eh bien, dans un monde comme les boissons, par exemple, je vais pouvoir dire que l'évolution et votre poids en termes de volume, ce qui fait en fait votre business, il est pour 9% directement lié à la communication. 9% de vos volumes sont liés à la communication. En d'autres termes, si je veux évaluer quelle est ma contribution à la valeur de l'entreprise, je vais lire en fait à travers ces résultats. Lire que dans le marché des boissons, la communication, le rôle des agences, que vous représentez ici avec la ACC, c'est 9% dans le monde des boissons. C'est 33% dans le monde de l'entretien. C'est 24% dans le monde de l'épicerie. C'est-à-dire qu'on peut dire que sur les totaux volumes épicerie vendus, 24% de ces volumes sont liés à la communication. C'est pas neutre dans aujourd'hui une réflexion sur la valeur immatérielle des marques et sur la contribution en fait de la communication à la valeur des entreprises, non plus des marques mais des entreprises. Là, on apporte effectivement la garantie que la communication directement ici, apporte réellement une valeur à l'entreprise. Alors certains auraient aimé que l'on dise la communication apporte 50% de la valeur, 60% de la valeur. D'autres craignaient que l'on dise que la communication apportait epsilon à la valeur des entreprises, que c'est finalement tout l'environnement qui va peser. Ce que l'on voit là simplement, c'est que les choses sont très différentes d'un marché à un autre, mais que, en tout cas, et dans tous les cas, pardon, la communication apporte réellement une valeur à la marque, donc une valeur à l'entreprise. Ce qui me permet donc, sur quelques points de conclusion, de vous dire que, en contrepoint ou en collaboration ou en partage avec les facteurs exogènes environnementaux, c'est vrai que les facteurs marketing et la communication en particulier, jouent un rôle incontestable. Si je dis incontestable, c'est parce qu'encore une fois, quand nous avons fait le travail, certains craignaient, je me souviens très bien de la tête des patrons d'agence à Paris, qui craignaient en fait que je revienne en leur disant « Mais attendez, communication, changez de métier. » Enfin, j'exagère, mais changez de métier, vous faites fausse route, vous faites dépenser tellement d'argent pour si peu de choses qu'il faut arrêter. Je ne dis pas que le rôle est un et unique, mais je dis que c'est un rôle incontestable. C'est donc que la communication est réellement un outil clé pour la performance des entreprises, que c'est vrai que l'augmentation des investissements génère presque toujours des évolutions positives, mais pire que ça, c'est l'inverse, la diminution de l'investissement en communication, vous l'avez vu sur par exemple l'exemple des boissons, peut générer des vrais problèmes par une diminution des volumes et de là, toutes les incertitudes que l'on peut imaginer sur la destruction d'emplois ou bref, des leviers de croissance que je pourrais être amené à détruire. C'est important parce que on a aussi beaucoup réfléchi, et vous le faites tous les jours, je pense, à ce que pourrait être, et on est à, vous me faites acheter une campagne avec 150 affiches, bon, si j'en faisais 140, ça ferait peut-être le même effet, et puis pourquoi pas 130, et 110, et 120, et 80, et 70. Et c'est vrai que l'on voit, en fait, directement par ce genre d'exercice, c'est pas un plaidoyer pro domo comme on dirait pour les agences, mais c'est vrai que l'on voit dans ce genre d'exercice que la réduction de l'ampleur de communication peut avoir un effet incontestable sur les ventes. Donc c'est évidemment quelque chose de dangereux. Dans ce contexte, ce que l'on peut dire, pour conclure définitivement, c'est que le rôle, en fait, de la communication, c'est pas de faire du 3 pour 2 ou du bon de réduction à n'en plus finir, c'est véritablement de jouer, c'est notre rôle, c'est le rôle, en fait, des agences dans leur relation avec les annonceurs, pour faire contrepoint de ce que vous disiez dans votre présentation. C'est un rôle, finalement, de proximité, de pédagogie,
vis-à-vis des consommateurs, simplement parce que le consommateur, lui, il doit être aidé dans ses arbitrages et que la communication doit l'aider pour bien arbitrer, bien choisir et donc bien consommer. C'est donc une opportunité incontestable pour le monde de la communication, que ce soit agence ou genre de communication d'une façon générale, de marketing, c'est d'être de vrais médiateurs entre les marques et leurs interlocuteurs, c'est-à-dire les clients. A fortiori, lorsque l'on raisonne sur des considérations de marque et de marque locale en particulier, c'est ce rôle de médiateur entre la marque et le consommateur que nous sommes les uns et les autres. Et pour terminer sur ce qui est en fait non pas l'essentiel, mais une réflexion générale sur le marketing et la communication, c'est de se dire que la relation doit être une relation de confiance entre les uns et les autres pour peut-être aller plus loin que ce que je vous avais constaté dans ce qui se passe dans les relations entre les uns et les autres ici sur le marché, mais c'est une relation dans laquelle il y a une vraie exigence de proximité, une vraie exigence de confiance, que c'est ça qui fera la qualité et la pérennité le succès, et c'est ça qui fera que si je gère mal cette relation, tripartite entre l'agence, l'annonceur et le consommateur, c'est vrai que si cette relation n'est pas très très bien organisée, insatisfaisante, c'est vrai que ça peut être très dégradant. C'est en ce sens-là que l'on pourra dire que la gestion du marketing et de la communication doivent devenir, c'est le goût du jour, durable. C'est s'inscrire dans la durabilité du marketing. Voilà ce que je voulais vous raconter.